vous êtes nombreux à… Voilà, donc l'enregistrement a été lancé. Je vois que dans cet intervalle, donc, vous êtes nombreux à répondre. Vous êtes déjà une soixantaine de personnes connectées. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour nous dire de quelle région vous venez et de quelle structure vous faites partie. Voilà, c'est des questions assez simples. Vous verrez qu'au fil de la présentation, il y aura quelques autres questions, certaines simples, d'autres un petit peu plus complexes. Voilà, on est parti sur une présentation dynamique, un peu comme le même format que l'an dernier pour ceux qui étaient déjà présents. Voilà, donc je vais mettre fin au sondage pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, je vous invite rapidement à nous indiquer si vous faites partie de l'Île-de-France, si vous êtes en dehors, et de quelle structure vous êtes. Allez, c'est parti, je mets fin, je partage les résultats. Donc, avec un peu de chance, vous voyez les résultats à l'écran. Si ce n'est pas le cas, je vous les dis rapidement, mais globalement, 95% de personnes présentes viennent d'Île-de-France. Et ensuite, on est collectivité à peu près 30%, à égalité avec les exploitants. On a également un certain nombre d'institutionnels, environ 10%, et ensuite des bureaux d'études et quelques aménageurs architectes également. J'arrête le partage, on va pouvoir démarrer ce webinaire avec le partage de la présentation. En termes d'ordre du jour de ce qui est prévu, donc une présentation par Jérémy Almosny, directeur régional Île-de-France, et Sébastien Maes, directeur environnement de la région Île-de-France. Ensuite, vous aurez des actualités régionales. Donc pour l'ADEME, ce sera notamment des actualités sur le plan de relance par Sandy Morimoutou. Ensuite, on aura un bilan du fonds chaleur et suivi du coup des présentations des différents appels à projets avec du coup les différents représentants ADEME et régions que vous pouvez voir à l'écran. Donc par ordre de présentation là sur mon écran, je ne sais pas si vous avez le même, mais donc Mathieu Mefflé-Piprel, qui est en charge de géothermie de surface et des réseaux de chaleur associés, Catherine Chou qui s'occupe de la chaleur fatale et des réseaux de chaleur, Nathalie Hébrard, qui s'occupe de géothermie profonde et des réseaux de chaleur et donc qui a rejoint l'équipe début septembre. Maëlle Abraham, qui est stagiaire au pôle transition énergétique à l'ADEME. Ensuite, côté région, donc, on a Élodie Ligo qui s'occupe donc des chaufferies biomasse. Donc, Sébastien Maes déjà mentionné, et Clotilde Caron qui est chef du service énergie, climat et mobilité et air. Désolée Clotilde, je n'ai peut-être pas fait tout à fait dans le bon ordre. Transition énergétique, qualité de l'air, bruit, climat. Tu peux te pardonner. Voilà. Et nous aurons ensuite, à la fin de cette présentation d'appel à projet, un focus. On a l'habitude de le faire pour ceux qui suivent cet événement régulièrement, qui sera sur les appels à projet recherche. Donc, on aura une intervention de nos collègues du siège de l'ADEME, Samira Kerouf. Voilà, donc sans transition, je vais laisser la parole à Jérémy Almosny, directeur régional Île-de-France, arrivé en avril dernier. Et bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Claire pour cette introduction. J'attendais la barre des 100 franchis, bravo parce qu'on est déjà à plus de 100 participants, donc j'en suis ravi que ce sujet intéresse tout autant et toujours autant. Alors avant de rentrer sur des explications plus détaillées sur le contenu de ces appels à projets et puis leur déclinaison en Île-de-France, il me semblait important dans mon propos introductif de rappeler quelques chiffres clés. Pourquoi finalement cet appel à projet est essentiel pour le territoire francilien. Donc, si on fait un peu de rétrospective sur les 13 dernières années, on a constaté des efforts considérables en termes de consommation énergétique qui ont baissé de l'ordre de 13% sur la période 2005-2018, avec un effort important sur le secteur industriel. En conséquence, des réductions en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont aussi enregistrées de manière importante. On note une baisse de l'ordre de moins 22%, alors que le SRCAE fixait, le schéma régional climat, air, énergie fixait des objectifs de l'ordre de 28%. On est légèrement en dessous de l'objectif, mais on voit que l'effort se poursuit. Et donc, face à cette accélération, on est largement dans un effort à poursuivre pour décarboner notre production d'énergie en se concentrant notamment sur la production de chaleur renouvelable. Effectivement, si on regarde l'objectif qu'on s'est donné au niveau national
avec la loi de transition écologique pour la croissance verte, c'est un objectif de 38% de chaleur renouvelable sur la consommation finale de chaleur. Aujourd'hui, en France, on est autour de 20%, donc on est encore loin de cet objectif-là. Et puis, sur l'Île-de-France, là aussi, on peut reprendre quelques chiffres clés importants. Lorsqu'on regarde les réseaux de chaleur actifs, c'est 42% d'entre eux qui sont encore alimentés par des énergies fossiles, principalement en gaz fossile, 37%, et puis encore en charbon. Donc, on voit que la marche est lancée, mais il faut accélérer. C'est plutôt en ce sens qu'on essaie de porter le discours, à la fois avec des dispositifs, mais aussi en démontrant les bénéfices de la chaleur renouvelable. Clairement, nous, on parle de triple bénéfice pour les territoires, un bénéfice d'indépendance, de souveraineté énergétique ou encore de transition énergétique par rapport aux efforts menés sur les réductions de gaz à effet de serre ou encore sur la compétitivité, car avec les aides des appels à projets chaleur renouvelable, donc région et ADEME, on pense sincèrement rendre accessible et compétitif la chaleur renouvelable en Île-de-France. Alors, juste quelques chiffres pour vous dire qu'est-ce qu'on a pu faire en Île-de-France avec l'appel à projet chaleur renouvelable. Donc, le fonds chaleur en particulier opéré par l'ADEME depuis maintenant 2019 a été largement augmenté. Si je prends la période 2020-2022, c'est 1 milliard d'euros qui a été alloué par l'État pour financer le développement de la chaleur renouvelable. Et en l'occurrence, et ça on rentrera dans le détail tout au long de cet après-midi, ça permet de couvrir les investissements pour les réseaux de chaleur et les réseaux de froid. Ça permet également de soutenir des études en amont permettant la prise de décision des investissements à consentir, etc. Donc, ça a véritablement eu un effet intéressant. Et puis, en 2020, on a fait apparaître ces nouveaux contrats d'objectifs territoriaux et patrimoniaux au niveau des énergies renouvelables pour essayer de capter des grappes de projets, des plus petits projets dont le seuil de production les rendrait éligibles associés en grappes. Alors, finalement, qu'est-ce que ça a donné en 2020 cette dynamique? C'est 34 millions d'euros investis côté ADEME sur le fonds chaleur. C'est 60 projets qui ont permis de produire 580 gigawattheures d'énergie renouvelable et de récupération rien que sur l'année 2020. On voit encore que là, l'appétence, en tout cas en Île-de-France, est très marquée, avec déjà 39 précandidatures reçues le 25 juin à notre appel à projet chaleur renouvelable. Donc, c'est déjà près de 70 millions d'euros de demandes d'aide exprimées. Donc, on est extrêmement satisfait et content de voir que la dynamique se poursuit, que l'accélération exigée pour parvenir aux objectifs est là. Donc, très content en tout cas de pouvoir souligner cette dynamique aux côtés de notre partenaire privilégié qui est la région et à qui je laisse dorénavant la parole, Sébastien Maes. Merci. Oui, merci Jérémy. C'est très très important pour nous que la région et l'ADEME marchent complètement ensemble sur ce sujet du développement des énergies renouvelables et plus particulièrement de la chaleur. On voit qu'on a vraiment des projets, on a une région qui est très très dynamique sur cette question de la chaleur renouvelable et c'est vraiment structurant qu'on puisse l'accompagner ensemble pour la rendre vraiment compétitive par rapport aux énergies carbonées. Quelques grands chiffres déjà pour que vous puissiez bien vous représenter l'action de la région en faveur de l'environnement. Cette année, sur l'année 2020, on a eu 150 millions d'euros pour la direction de l'environnement, c'est-à-dire 5 millions de plus que… En 2021, c'était 150 millions, donc 5 millions de plus qu'en 2020. Et on mobilise quand même sur ces 150 millions qui portent aussi bien sur la biodiversité, la nature, l'économie circulaire, les déchets. On a 48 millions qui sont vraiment dédiés pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment quelque chose, un effort colossal qui est réalisé par la région en faveur du développement des énergies renouvelables. Et on peut voir aussi qu'à l'échelle de la stratégie environnementale de la région, qui est transversale, alors vous savez qu'il y a eu des élections régionales il n'y a pas longtemps, donc c'est toujours le moment de faire un peu des bilans. Et on a pu montrer que entre 2016 et 2020, on a eu plus de 9,5 milliards d'euros qui ont été investis en 5 ans dans la transformation environnementale
de l'Île-de-France dans les différents secteurs de compétences de la région. Et donc, chaque année, on a vraiment un budget qui est consacré à l'environnement au sens large, dans tous les secteurs. Donc, ça peut être aussi les transports en commun notamment, mais où on est passé d'1,5 milliard en 2016 à 2,2 milliards en 2020. Et donc, on a augmenté de plus de 43% donc en 5 ans. Donc, on a vraiment une région qui est complètement engagée dans toutes ces stratégies et ces dispositifs de soutien dont Jérémy a parlé notamment tout à l'heure, pour vraiment faire de l'Île-de-France une région qui soit une région ZAN et circulaire, c'est-à-dire zéro artificialisation nette, zéro émission nette et zéro ressources nettes. Et on a aussi le budget participatif là, dont le vote citoyen a été ouvert aujourd'hui, donc c'est vraiment un sujet d'actualité. On en arrive à la 3e session du budget participatif. Et on arrive à soutenir au travers de ce budget-là vraiment des initiatives locales qui ont pour vocation de démultiplier les actions qui sont portées par tous les acteurs de la transformation écologique en Île-de-France. Concernant les énergies renouvelables, donc 2 millions supplémentaires entre 2020 et 2021. Donc on atteint maintenant nos 48 millions d'euros. Tout ça pour atteindre les objectifs qui ont été fixés dans la stratégie énergie de 2018, c'est-à-dire pour 2030, réussir à réduire de près de 20% la consommation énergétique régionale et multiplier par 2 la quantité d'énergie renouvelable et de récupération produite sur le territoire. Et notre objectif, c'est vraiment de viser en 2050 une région qui soit 100% ENR, énergie de récupération et zéro carbone. Et donc, pour ça, effectivement, il faut qu'on accélère encore le développement des énergies renouvelables et de récupération. Si on est plutôt sur une trajectoire qui n'est pas mauvaise, c'est sûr qu'on est un petit peu en dessous encore des objectifs qu'on s'est fixés dans le schéma régional climat, air, énergie. Et donc, il faut qu'on accélère ça. Et la géothermie, les réseaux de chaleur sont vraiment pour nous des leviers qui sont très, très importants en Île-de-France, qui sont particulièrement bien adaptés à une région qui est dense, urbanisée, comme celle qu'on peut trouver en Île-de-France. Et c'est pour ça qu'au niveau de la région, on y consacre quasiment la moitié de notre budget ENR pour développer les projets. C'est-à-dire que réellement, et ça c'est vraiment un message que je tiens à passer là, c'est n'hésitez pas, vous avez des projets, vous avez des bons projets et je pense que l'ADEME et la région sont vraiment là pour vous accompagner, pour les réaliser. C'est très bien qu'on ait du stock et voilà, les 70 millions dont tu parlais tout à l'heure, Jérémy, de dossiers potentiels. Maintenant, notre objectif, c'est vraiment que passer de ces dossiers potentiels à des réalisations concrètes sur le terrain et dans les délais les plus courts pour vraiment accélérer cette transformation énergétique de notre région. Évidemment, on accompagne aussi les autres ENR. Donc, je sais qu'il y a parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a certains qui travaillent aussi sur les autres ENR. N'hésitez pas aussi à nous déposer des projets, que ce soit des projets hydrogène, solaire photovoltaïque, biomasse, méthanisation, etc. N'hésitez pas. On a aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner tous ces projets-là. Je ne vais pas vous faire la liste des taux, plafonds, etc. D'aides qu'on peut apporter, que ce soit sur les réseaux de chaleur, la géothermie. Je pense que vous les connaissez et puis je pense qu'on pourra les montrer sur une diapo que vous aurez après. Et ça, c'est valable aussi pour évidemment la biomasse. Mais voilà, vraiment, déposez-nous vos projets. Nous, on va pouvoir les accompagner avec l'ADEME et c'est ça qui est vraiment le message important. On a des chantiers qui s'ouvrent devant nous aussi. Je fais juste référence au SDRIF E. Donc, on va réviser le SDRIF et lui donner une coloration beaucoup plus environnementale. Pour nous, on va donc avoir un véritable enjeu de planification de l'énergie et notamment pour concilier les besoins avec la disponibilité en puissance. Et ça, c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est récupération de chaleur fatale, où c'est important d'avoir effectivement l'utilisation qui soit à proximité de cette chaleur fatale à récupérer. Un autre enjeu qui va nous occuper, c'est, on a vu qu'on avait eu le premier rapport, la première partie du rapport du GIEC qui a été publié cet été. On a véritablement, je pense, un sujet de résilience aussi des réseaux de chaleur et de froid
dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut, je pense, avoir en tête au moment de la conception des différents projets. Je ne serai pas plus long et je vous laisse maintenant entamer les travaux. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci Sébastien. Donc, je vous propose de poursuivre la présentation avec la partie plan de relance, avec un petit focus sur cet aspect-là. Donc, je vais donner la parole à Sandy Morimoto. Sandy, à toi la main. Merci Claire. Alors oui, effectivement, le plan de relance a animé cette année particulière. Et effectivement, dans le cadre du plan de relance, juste pour rappel, un peu plus de 2 milliards d'euros ont été confiés à l'ADEME pour soutenir la transition écologique. Et à ce titre, depuis le lancement du plan de relance en septembre 2020, l'ADEME a accompagné un nombre important de porteurs de projets sur 7 grandes thématiques que vous voyez sur cette slide-là. Alors, quelles sont-elles ces thématiques? L'économie circulaire et déchets, le développement de la stratégie hydrogène, la transition écologique des TPE, PME, le tourisme durable, la reconversion des friches urbaines, l'agriculture durable et enfin la décarbonation de l'industrie que nous allons aborder lors de ce webinaire en partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 7 volets? Ces 7 volets englobent plusieurs types de projets. Si je reprends l'économie circulaire, alors on va avoir tous les projets d'éco-conception, mais également de tri des biodéchets à la source. Tous les sujets également RRR, réemploi, réutilisation, réparation, qui concernent notamment et surtout les ressourceries et les structures de l'ESS. Nous avons également dans l'économie circulaire tous les sujets de modernisation des centres de tri, ainsi que les sujets de traitement des déchets des professionnels, le tri sur la voie publique, etc. Nous avons également en économie circulaire tout un sujet sur le soutien à la vente de matières plastiques recyclées. Également, tout ce qui est lié à des investissements dans des unités de valorisation des combustibles solides de récupération à des fins de production de chaleur. Et un dispositif objectif recyclage plastique en vue d'intégrer des matières plastiques recyclées par les transformateurs et les plasturgistes qui effectuent la transformation de la matière première en produit. Donc voilà, l'économie circulaire est un gros sujet chez nous, comme tous les autres sujets d'ailleurs, mais c'est vrai que dans ce volet-là, plein de projets peuvent en découler. Pour le volet hydrogène, alors là, il s'agit d'aide à l'investissement pour le développement et la création d'un écosystème complet qui permet la production et la distribution de l'hydrogène, et également, pas que, les usages. Dans les usages, on a les usages en industrie, mais également les usages en mobilité. Nous avons également un sujet sur le volet reconversion des friches urbaines. Alors, il s'agit des aides que l'on va accorder pour des études, mais également des aides à l'investissement pour des travaux de dépollution d'anciens sites ICPE ou des sites miniers pollués à des vues de reconversion. Sur le volet tourisme durable, alors là, il s'agit d'accompagner à la transition durable en milieu rural les restaurateurs situés dans des communes de moins de 20 000 habitants, mais également des hébergeurs touristiques. Je reviendrai tout à l'heure sur les dispositifs qui sont encore disponibles. Pour le dispositif TPE-PME, alors là, il s'agit du dispositif tremplin avec 4 thématiques qui englobent à peu près une vingtaine d'actions. À l'époque, nous avions une soixantaine, mais il s'agit d'une enveloppe, donc un guichet au fil de l'eau qui a tendance à se réduire du fait du bon fonctionnement de ce dispositif-là. Donc là, nous avons 4 thématiques qui sont la production de chaleur et de froid dans le bâtiment, l'économie circulaire et déchets, l'adaptation au changement climatique et bien sûr les sujets d'éco-conception. Nous avons également un sujet d'agriculture durable, avec notamment le dispositif Bon Diagnostic Carbone.
qui s'adresse notamment à des agriculteurs nouvellement établis, moins de 5 ans, et qui a pour but d'inciter ces acteurs-là à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter le stockage de carbone sur les exploitations agricoles. Et enfin, le sujet de décarbonation de l'industrie. Alors, il s'agit d'une aide à l'investissement sur des projets qui permettent un gain en énergie primaire et une diminution de gaz à effet de serre dans les process industriels ou leurs utilités, sur des projets dits complexes et onéreux d'environ 3 millions d'euros. Très rapidement, hein, je ne vais pas m'attarder, mais sur décarbonation, voilà, on avait reçu un projet, mais là, voilà, il va y avoir des choses, notamment avec la clôture d'octobre, avec des dossiers qui seront sûrement déposés, et ça s'annonce plutôt encourageant. Slide suivante. Parfait. Alors là, c'est très rapidement, juste pour vous présenter les dispositifs qui sont actuellement ouverts, ceux qu'on a également déployés, et avec les experts associés à chaque appel à projet. L'appel à projet Orplast a une clôture prévue au 1er décembre 2021. Donc là, l'interlocuteur privilégié, l'interlocutrice, c'est Claire Payet-Fébraire. Pour l'appel à projet combustible solide de récupération CSR, nous avons une clôture prévue la semaine prochaine, dans 7 jours, donc le 14 octobre. Jean-Marie Chaumel pourra répondre à toutes vos questions. Sur tous les dispositifs d'aide d'économie circulaire et déchets qui sont déployés depuis février 2021, eh bien, nous avons l'appel à projet, entre autres, là, déchetterie professionnelle avec une clôture prévue au 31 janvier 2022. Nous avons également un appel à projet multithématique qui englobe tous les sujets d'économie circulaire, centre de tri, RRR, éco-conception, etc. Donc là, nous avons une clôture prévue au 30 novembre 2021. Pour la décarbonation de l'industrie, l'appel à projet décarbonation et l'appel à projet BCIAT, donc là, pareil, nous avons une clôture prévue le 14 octobre. Pierre-Louis Cazot est votre interlocuteur pour des questions sur ce sujet-là. Sur la reconversion des friches, nous avons une clôture prévue demain. Donc là, ça risque d'être un petit peu tard pour des dépôts de dossiers. Mais voilà, mais peut-être que si vous avez des dossiers qui, dans l'urgence, vous pouvez remplir un dossier, eh bien, n'hésitez pas. Pour l'hydrogène, là, nous avons 2 appels à projet. L'appel à projet briques technologiques qui est au fil de l'eau, qui va notamment concerner des sujets innovants. Il est toujours ouvert, donc si vous avez des sujets ou des liés aux briques techno, n'hésitez pas à déposer vos dossiers. L'appel à projet écosystèmes territoriaux a été clôturé le mois dernier. J'ai quand même mis les contacts de nos experts chez nous si vous avez des questions sur le sujet. Nous avons également l'appel à projet de tremplin pour la transition écologique des PME qui est toujours ouvert. Là, c'est Romain Aiglé qui sera votre interlocuteur. Et enfin, pour le sujet tourisme durable, sur le volet restauration et hébergement touristique, cet appel à projet est toujours ouvert. Donc, vous pouvez toujours laisser déposer vos candidatures. En revanche, voilà, nous avions également un appel à projet slow tourisme qui, lui, a été clôturé au 1er octobre. Voilà, donc là, sur cette slide-là, vous allez surtout voir que nous avons encore des appels à projets ouverts. Bien entendu, ces appels à projets s'intègrent en cohérence avec l'offre ADEME globale. Vous avez également les contacts des interlocuteurs pour chaque appel à projet, donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des questions. Et moi, je me tiens à votre disposition en tant que coordinateur du plan de relance si vous avez des questions sur le plan de relance au global. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Clotilde, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour à tous. Non, c'est pas Clotilde. Ah, c'est Mathieu. C'est Mathieu, mais c'est pas grave. Donc du coup, merci Sandy pour cette présentation. Du coup, il y a une petite question mais qui t'a répondu du coup dans le fil de discussion
Je ne sais pas si tu restes encore un petit peu, s'il y a quelques questions qui arrivent par la suite, et puis après, on pourra te libérer. Donc moi, je vais juste faire un petit aparté du coup. Donc je vous verrai tout à l'heure pour présenter plus en détail les appels à projets. Mais je voulais vous informer du coup de la mise en place d'un animateur régional sur la géothermie depuis donc le 1er septembre 2021. Donc c'était un élément, je pense, assez important à vous faire part. Donc comme son nom l'indique, voilà, l'animateur a plusieurs rôles principaux, mais donc notamment mettre en lumière cette filière qui est encore, voilà, bien qu'on voit quand même pas mal de projets, mais qui reste encore à découvrir pour certaines personnes, certaines entités. Donc le but, c'est vraiment de structurer la filière en Île-de-France, mettre en place des outils et diffuser des outils pour tout à chacun. Recenser les installations et les suivis du fonctionnement de ces installations. Et puis, on en revient aux parties plus importantes à mon sens, c'est faire monter en compétence les acteurs sur le territoire, que ce soit les ALEC, les animateurs de côte ER ou toute autre personne. On peut penser aux architectes, voilà, toute personne qui en aurait besoin. Et enfin, communiquer sur cette filière qui a besoin d'être connue encore plus voilà, par des organisations de webinaires, de diffusion de fiches projets, etc. Donc voilà, je vous ai mis la personne, voilà, l'animateur régional, son contact mail. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la géothermie de surface, voire profonde, à contacter directement Armand Pomard. Donc une autre actualité au point de vue régional, c'est la mise en place donc, au niveau national par l'ADEME, une animation sur l'éolien et le PV, le photovoltaïque. Donc ce sont des animateurs à peu près entre 1 à 3 ETP selon les régions, donc qui ont pour but de démarrer d'ici la fin de l'année, début 2022, dans l'objectif de conseiller les collectivités, donc plutôt à l'échelon communal, qui disposent de peu de moyens humains. L'idée est de les accompagner sur les projets notamment portés par des développeurs privés sur la thématique de l'éolien et du photovoltaïque. Donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. En Île-de-France, à ce jour, on n'a pas encore de structures ou de groupements de structures qui se sont positionnés, mais la ligne reste ouverte pour qu'il y ait voilà, une mobilisation qui se crée. Donc, c'est vrai que si vous, en tant que collectivité, vous avez c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester auprès de certaines de vos structures, que ce soit les syndicats d'énergie, peut-être les agences locales de l'énergie et du climat, pour voilà, montrer l'intérêt que vous pourriez voir à la présence d'un ou plusieurs animateurs sur le territoire de l'Île-de-France. On peut passer au slide suivant, Mathieu. Donc, on en a fini là pour la partie actualité. Là, on va attaquer la partie bilan fonds chaleur. Donc, petite question sondage. Donc, sur le bilan du fonds chaleur, je vais partager la question. Voilà, donc question normalement, j'espère que tout le monde le voit, sinon n'hésitez pas à réagir dans l'onglet de discussion. Je vois que vous le voyez a priori. Donc selon vous, quel est le budget moyen du fonds chaleur de l'ADEME Île-de-France sur les 13 dernières années? 11 millions d'euros, 23, 34 ou 45. Par ailleurs, petit rappel sur les questions à poser dans l'onglet Q&R et pas dans le fil de discussion du coup. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Je vois que vous êtes un petit peu plus de la moitié à vous être lancé dans une réponse. Donc, budget moyen du fonds chaleur, 11 millions, 23, 34, 45, peut-être une indication. Allez, je vais vous aider un petit peu et vous dire que le budget national du fonds chaleur est de 350 millions d'euros, donc à l'échelle nationale. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, voilà, l'Île-de-France étant une région parmi les 13 métropolitaines, ça peut vous inspirer sur la réponse à apporter. Alors, on est à 99 participants. J'attends une centième personne et je clôt le sondage. Un centième participant. Allez, ça y est, on l'a eu. On est même passé à 100, 101.
je partage les résultats. Donc, on est vraiment 38% d'entre vous pensent 34 millions d'euros et pareil, pensent 45 millions d'euros. Donc, a priori, c'est sans doute une des deux réponses. On va voir ce qu'il en est. Donc là, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit piège parce que c'était la moyenne du budget Front Chaleur des 13 dernières années. C'est vrai que du coup, il y a peut-être eu un petit piège avec une information donnée par mon directeur régional tout à l'heure qui vous indiquait le budget du Front Chaleur 2020. Alors, voilà. Voilà. Du coup, vous avez la réponse sur ce graphe-là. La barre rouge représentant à peu près la moyenne. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la moyenne, on était plutôt vers 23 millions d'euros. Et donc, 34 millions d'euros, désolé, il y avait un petit piège, c'était le budget 2020. Et potentiellement, pour 2021, on se dirige pour être aux alentours entre 42 à 55 millions d'euros. Là, on est vraiment en clôture budgétaire en ce moment. On peut passer sur le slide d'après qui va vous montrer finalement, c'est un slide qu'on a l'habitude de présenter chaque année. C'est l'évolution des budgets par thématique. Voilà, donc ce que vous pouvez observer, c'est sur la thématique biomasse, il y a eu une période très forte d'accompagnement de ces projets. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur les projets de géothermie et avec aussi pas mal de projets réseau de chaleur. Donc, quand on met réseau de chaleur, c'est soit des créations de réseaux de chaleur, soit des extensions de réseaux de chaleur qui peuvent être alimentés par des usines d'incinération, par de la géothermie ou des chaufferies de biomasse. Donc, ce qu'on voit pour 2021, c'est vraiment cet impact assez fort. Donc, après les investissements, un petit point sur les études. Donc, ça, c'est un slide un petit peu nouveau que vous n'avez pas forcément présenté l'an dernier ou de manière un peu différente. Donc, on a pris le temps, en fait, de faire le bilan de toutes les études qui ont pu être accompagnées dans le cadre du Fonds Chaleur depuis 2009. Alors, séparées en 4 catégories. Une catégorie bleue qui représente les études de faisabilité et autres types d'études. On n'est pas allé non plus dans un niveau de finesse plus fin que celui-ci. Les schémas directeurs des réseaux de chaleur, les études de création de réseaux en rouge et en noir, ce sont les schémas directeurs des énergies. Donc, ce que vous pouvez observer, c'est l'apparition du coup de schémas directeurs des énergies depuis 2019. Voilà, c'est une tendance nouvelle qui apparaît. Et sur l'encart gauche, vous allez retrouver finalement un peu les chiffres clés, combien d'études ont pu être accompagnées. Donc, ça vous laisse parcourir tranquillement tous ces chiffres, faire la somme éventuelle totale qu'on n'a pas forcément faite des 17 plus 49 plus 5 plus 133. À la louche, ça fait peut-être dans les quasiment 200, on va dire. Et ensuite, vous avez, ça c'est à titre indicatif, les coûts moyens d'une étude de création, d'un schéma directeur des énergies, études de faisabilité, voilà, qui sont des chiffres qui peuvent être intéressants. Sur le slide d'après, donc c'est un slide sur la partie gauche sur les kilomètres de réseau aidé que vous aviez l'habitude de voir. Et sur la partie droite, ça c'est un slide nouveau. Pareil, c'est un bilan qu'on a fait, qu'on a pris le temps de faire sur finalement aux millions d'euros qui étaient associés, que vous avez pu voir dans les slides précédents, à combien de mégawattheures ou de gigawattheures, plutôt là je devrais dire, d'énergie renouvelable et de récupération, cela correspond. Voilà, donc vous avez un petit code couleur que vous allez retrouver. Bleu, c'est la biomasse, vert, c'est la géothermie, rouge, c'est la méthanisation, et violet, ce sont les usines d'incinération. Donc voilà, donc on voit ce qui se reflète finalement sur les millions d'euros en termes de tendance apparaît également sur cette slide-là. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole, si je ne me trompe pas, du coup à Catherine, qui va vous présenter les premières, on va dire, les généralités et un peu les rappels sur l'appel à projet chaleur renouvelable. Catherine, à toi la parole. Merci beaucoup Claire. Bonjour à tous. Donc en effet, on va commencer on voit déjà le gros de l'objet de ce webinaire. Donc avec quelques généralités. Donc l'appel à projet, donc chaleur renouvelable commun ADEME et région, regroupe donc les 6 thématiques que vous voyez donc encadrées dans le bandeau rouge. Donc à savoir réseau de chaleur, boucle d'eau tempérée, chaleur fatale, géothermie profonde, les pompes à chaleur sur géothermie superficielle et sur eau usée, et les chaufferies biomasse supérieures à 1200 MWh.
et ce, au niveau des investissements. Donc, il existe aussi d'autres aides au niveau de l'ADEME et de la région, que ce soit pour les études, le solaire thermique, les chaufferies biomasse inférieures à 1200 MWh ou la méthanisation, ainsi que le dispositif contrat de développement des ENR thermiques, mais qui ne feront pas l'objet, en tout cas, de cet appel de ce webinaire. Donc, en slide suivante, vous pouvez voir le calendrier. Donc, cet appel à projet chaleur renouvelable a été lancé en mai de cette année et nous sommes actuellement en phase donc, de candidature. L'appel va se clôturer le 4 novembre 2021 et il est demandé donc que l'ensemble des dossiers complets des thématiques de cet appel à projet soient déposés en petite nouveauté, non plus par mail, mais directement sur les plateformes de l'ADEME et de la région. Donc pour l'ADEME, c'est la plateforme Agir, et pour la région, la plateforme Mes démarches. Il vous a quand même demandé, vu que c'est la première année, d'envoyer un mail de confirmation de votre candidature à l'adresse energie.idf@adem.fr en indiquant le numéro de dossier qui vous a été attribué. Donc, slide suivante, petit point pour cette petite nouveauté qu'est la plateforme Agir. C'est donc la première année où on vous demande un dépôt de candidature directement sur cette plateforme. Et donc, pour cela, il faut tout d'abord vous créer un compte ou vous connecter si vous avez déjà créé un compte et ensuite rechercher la page de l'appel à projet en question sur lequel vous voulez candidater. Donc, pour cela, vous pouvez donc utiliser la barre de recherche ou les filtres qui sont disponibles sur la plateforme. Mais on vous conseille aussi le lien adem.fr/fonds chaleur où vous pourrez voir la liste de l'ensemble des appels à projets chaleur renouvelable et donc les liens directs aux pages des appels à projets. Donc, sur ces pages d'appel à projet, vous pourrez obtenir le règlement de l'appel et donc le dossier de candidature à compléter. Vous avez aussi, donc, sur cette slide, les slides vous seront envoyés et donc on a mis en bas de page 2 guides. Le premier guide d'accompagnement au dépôt d'une demande d'aide et le deuxième guide pour découvrir l'espace bénéficiaire. Donc, une fois que votre projet a été déposé, le 4 novembre 2021, s'en suivra une phase d'instruction, d'échange entre les instructeurs ADEME et région et le porteur de projet pour finaliser, compléter et travailler techniquement le dossier. Et une fois que ce dossier sera considéré comme complet et que le montant d'aide sera calculé, le dossier devra ensuite passer par diverses commissions. Et donc, ici, vous avez le calendrier type des commissions pour l'ADEME. Ce qu'il faut en fait retenir, c'est que plus le montant d'aide ADEME calculé est important, plus le temps, plus il y a de passage dans diverses commissions et plus donc le temps d'attribution de l'aide peut être long. Voilà assez rapidement les généralités au niveau pratique de dépôt et d'instruction des dossiers. Donc, on va passer à 2 petites généralités au niveau technique. Donc, pour cela, on commence avec une petite question que vous connaissez, j'espère en tout cas bien. Donc, est-ce que vous connaissez ENR Choix? J'ai lancé le sondage et je vous laisse donc répondre. Alors, on est à peu près à 75% des participants. Donc, je vais mettre fin au sondage. On est à 80% des participants et partager les résultats. Donc, malheureusement, on voit que la majorité des personnes ne connaissent pas ENR Choix. Et donc, c'est tant mieux si vous participez à ce webinaire. Donc, je vais présenter rapidement la démarche ENR Choix. Donc, slide suivante. Merci. Finalement, en fait,
la démarche ENR Choix, en fait, elle fait suite à la réalisation du SRCAE en 2012, qui a démontré qu'il était nécessaire de prioriser les ressources ENR et R entre elles. Et donc, en fait, cette nécessité de prioriser les ressources afin de parvenir aux objectifs de la loi TECV, elle se concrétise par cette démarche ENR Choix. Donc, c'est en fait un site internet, donc enrchoix.idf.adem.fr, et qui est aujourd'hui, enfin, on souhaite un outil d'aide à la décision des étapes à suivre et des ENR à choisir pour les territoires. Et donc, slide suivante, vous avez en fait finalement le résumé de cette démarche. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? C'est que déjà, cette démarche, elle va donc prioriser les actions à mettre en œuvre en premier lieu sur un territoire. Donc, il faut tout d'abord réduire les consommations énergétiques par la sobriété et l'efficacité énergétique. Par la suite, il faut donc mutualiser les besoins et les moyens de production et de distribution de chaleur. Donc, soit se raccorder à un réseau de chaleur si c'est possible, soit voire en créer un nouveau s'il y a assez de besoins identifiés. Et si l'ensemble des deux actions n'est pas possible, choisir une solution ENR collective en pied d'immeuble. Et ensuite, cette démarche, en fait, elle va aussi prioriser, comme je le disais, les ENR thermiques entre elles. Et donc, elle va mettre en premier lieu, donc, si vous voulez faire des ENR thermiques, il faut d'abord regarder s'il y a de l'énergie non délocalisable et déjà existante sur le territoire, à savoir donc, la récupération de chaleur fatale. S'il n'y en a pas, alors on peut regarder donc, le stade suivant qui sont les énergies non délocalisables mais qui sont à créer, à savoir les géothermies. Et enfin, lorsqu'on a justifié que ces deux énergies n'étaient pas présentes, on peut alors regarder les énergies délocalisables à créer comme la biomasse. Donc pour l'ADEME et la région, c'est vraiment un critère essentiel de sélection des projets. On veille vraiment à ce que cette démarche ENR Choix soit respectée et un projet donc, qui ne justifie pas de cette démarche ne pourra pas être considéré comme éligible. Donc, j'en ai terminé avec ENR Choix et je vais aussi terminer donc, ces généralités avec donc, la nouveauté qui arrive depuis 2019, à savoir donc, l'articulation des certificats d'économie d'énergie avec donc, le fonds chaleur qu'on voit aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, depuis 2019, la loi autorise maintenant à ce que pour un seul projet donné, on peut donc à la fois attribuer une aide ADEME via le fonds chaleur et aussi une aide donc, issue des certificats d'économie d'énergie. Donc, vous voyez sur ce tableau en fait l'ensemble des possibilités de prise en compte des C2E dans le cadre d'une instruction ADEME. Donc, très rapidement, il faut d'abord bien vérifier que votre projet il est à la fois éligible au fonds chaleur et au dispositif C2E. On vous a mis sur la droite les fiches C2E donc, qui sont normalement, qui peuvent être du coup éligibles, qui rendent éligible un projet qui est aussi éligible au fonds chaleur. Par exemple, dans le cas des réseaux de chaleur, donc on a les deux fiches C2E qui correspondent au raccordement de bâtiments existants à un réseau de chaleur. Et donc, ces deux fiches C2E peuvent être cumulables avec une aide fonds chaleur, et ce que le projet soit au forfait ou en analyse économique. Dans le cadre de la chaleur fatale, donc, il y a plusieurs fiches C2E correspondantes et on peut donc prendre en compte les C2E si le projet en question est supérieur à 6000 MWh ENR/R ou s'il y a un système thermodynamique mis en place dans le cadre du projet ou encore si ce projet est couplé à du solaire thermique. Dans le cadre de la géothermie superficielle et de la chaufferie biomasse, donc, il y a possibilité donc, de faire une articulation C2E / fonds de chaleur si déjà ces installations de production ENR sont raccordées directement à un bâtiment, car si ces productions ENR alimentent un réseau de chaleur, alors elles ne sont pas éligibles au dispositif C2E. Et dans ce cas, en fait, on ne peut pas parler d'articulation. Mais dans le cas d'une géothermie superficielle dédiée ou d'une chaufferie biomasse dédiée, alors on a une prise en compte des C2E si l'instruction ADEME se fait par analyse économique dans les deux cas.
Donc, concrètement, en fait, cette articulation C2E, qu'est-ce qu'elle change par rapport à avant 2019? Il faut maintenant prévenir l'ADEME si l'on souhaite parallèlement demander les C2E. Et par ça, il faut donc maintenant, dans le dépôt de dossier de demande d'aide ADEME, mettre une attestation d'engagement à ce que vous vouliez prendre en compte les C2E dans votre dossier, ou au contraire à ce que vous ne touchiez pas les C2E pour votre dossier. Et dans le premier cas, donc, il faudra que vous remplissiez une nouvelle fiche d'articulation C2E fonds chaleur afin donc de calculer le montant de C2E que pourrait obtenir votre dossier. Et lors de l'analyse économique faite par l'ADEME, ce montant des C2E que vous pourriez obtenir sera pris en compte donc, dans cette analyse économique. Et c'est ainsi que se fera donc, le calcul du montant de l'aide ADEME. Et pour finir, donc, il y aura donc une nouvelle clause dans le contrat ADEME qui spécifiera que vous, si vous avez demandé les C2E, on écrira bien dans votre contrat qu'une aide C2E a été demandée en parallèle. Merci Catherine. Alors, je crois qu'on a un certain nombre donc, de questions-réponses qui ont pu être déjà répondues. Maëlle, peut-être que tu peux nous lire rapidement les questions et réponses. Il y en a certaines qui seront peut-être aussi répondues en direct. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, parmi les questions qui ont été posées dans l'onglet questions-réponses et résolues, on a eu une question sur l'éco-conception. Pouvez-vous donner un ou deux exemples? Alors là, il y a un lien qui a été donné par Jérémy dans le chat qui pourra peut-être être donné maintenant, qui rappelle des éléments d'éco-conception et les dispositifs d'aide associés dans le cadre du plan relance. La question suivante concernait le fonds Friche, pour savoir quand sera le prochain appel à projet et s'il faut absolument qu'il s'agisse d'un ICPE. Alors, la réponse, c'est que la suite sur le fonds Friche pour la période 2022 n'est pas encore définie et est en cours de discussion dans le cadre du plan d'investissement du gouvernement. On avait une question sur la fréquence des appels à projets décarbonation industrie. Alors, pour l'ensemble des dispositifs de plan de relance, nous ne disposons pas encore des lignes directrices en cours de construction dans le plan d'investissement du gouvernement. Une question pour savoir s'il y a une précandidature et s'il n'y en a pas, peut-on néanmoins déposer une candidature le 4 novembre? Alors, la réponse est oui, on peut déposer une candidature avant le 4 novembre. Voilà, on a également une question pour savoir si, dans le cadre d'un recours à la géothermie, sachant que le montant de l'aide conditionne beaucoup le recours à la géothermie. Mathieu, est-ce que tu pourrais préciser s'il est possible d'avoir un allègement du dossier en phase de candidature? Alors, on peut imaginer une candidature en deux temps, une candidature et alléger au début et puis et compléter les dossiers après. Mais par contre, pour décider d'une aide, il faut bien la candidature globale, puisque ça nous permet d'identifier aussi déjà si l'opération est éligible et puis les montants d'aide. Donc malheureusement, il nous faut bien tous les documents. Cependant, ça a été quand même allégé ces dernières années, notamment pour les petits projets au forfait. Le document technique est maintenant assez court. Voilà. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de documents, mais on a besoin de tout ça. Et puis avec la plateforme Agir pour la transition aussi, ça simplifie aussi un peu quelques documents, notamment le volet administratif qui existait avant et qui maintenant est directement en ligne. Voilà, mais malheureusement, non, il faut bien l'ensemble des documents pour pouvoir prononcer sur une aide. Très bien. On a également une question sur les liens des fiches CE, s'ils seront fournis ou pas, Catherine. Alors, les fiches C2E sont facilement trouvables sur Internet, en tapant le nom de code ou en écrivant fiche C2E, mais on pourra en effet vous donner un lien. On le rajoutera dans les slides qui vous permettront du coup d'avoir la liste de ces fiches C2E. Voilà pour cette question. Une dernière question peut-être sur quelles alternatives de soutien existent pour les territoires qui ne peuvent pas atteindre les 1200 MWh, qui plus est après les plans de relance, après les plans de sobriété et d'efficacité. Je pense que les 1200, c'est lié à biomasse, je suppose. Et donc, on parle plutôt de petites chaufferies biomasse. C'est ça. Il y a plus de précision dans la question ou... Non.
Non. Non, il n'y a pas forcément plus de précision. Après, on peut penser également au dispositif des cotes ENR et des COP ENR où les grappes de projets du coup peuvent être financées qui permettent d'atteindre du coup là ce seuil de 1200 MWh qui est effectivement pour les chaufferies biomasse. Et il y a également, donc ça sera présenté tout à l'heure, côté région, il y a un dispositif pour les petites chaufferies biomasse sur cet aspect-là. Et j'ai vu une dernière question là, qui est apparue. Des avances de subventions liées aux aides aux investissements sont-elles toujours possibles? Alors, côté ADEME, on est dans une période effectivement où vous avez des avances. Donc pour les subventions inférieures à 500 000 €, c'est 20% d'avance. Et pour les montants supérieurs à 500 000 €, on est sur 10% d'avance. Côté région, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en mesure de compléter pour indiquer comment ça se passe. Clotilde, je ne sais pas si tu es connectée. Oui, je suis là. Pardon, la question, c'est sur le versement de l'aide. Sur les avances. De base, ce n'est pas forcément prévu. On peut le rajouter sur la convention si c'est une nécessité. D'accord, ok. Merci. Je vois 2 questions rapidement, je vais y répondre rapidement avant qu'on passe à la suite. Alors, est-ce qu'on peut déposer une demande de subvention à l'appel à projet chaleur renouvelable, même si le schéma directeur n'est pas encore finalisé? Oui, c'est possible. Par contre, on va avoir besoin qu'il soit finalisé dans les prochaines semaines ou mois. On attendra en tout cas qu'il soit fini pour pouvoir instruire la demande. Ensuite, bonjour, avez-vous des exemples de dossiers types? Donc, sur les liens vers les différentes pages d'appel à projet qui vont apparaître là au fil de la présentation et c'est rappelé à différents endroits, vous avez les dossiers types à compléter. Donc, je ne dirais pas que ce sont des exemples, je dirais même que c'est plutôt une obligation d'utiliser ces dossiers types. Alors, on peut passer au slide d'après. On a pris alors, un petit peu de retard. Donc, sur la partie donc, réseau de chaleur et de froid urbain. Donc voilà, l'idée est de vous présenter quelques rappels, quelques nouveautés sur chacune des thématiques. Donc, on peut aller au slide d'après. Donc, nouveautés, globalement, les nouveautés sont indiquées en rouge sur ce slide. Donc, c'est auparavant, densification, il y avait un forfait qui était en fonction des mètres linéaires, plus en fonction des kilowatts. Maintenant, ça a été supprimé, la partie kilowatts, c'est-à-dire qu'on procède de la même manière que pour les extensions. Donc, il y a une simplification qui a été faite. Autre nouveauté, c'est en termes de simplification, c'est sur la grille de forfait. Donc, c'est le 3e item. On était l'an dernier, c'était sur des forfaits entre 300 et 1200 MWh, et 6000 MWh ENR. Et il y avait un autre grille de forfait entre 6000 et 12 000 MWh ENR. Donc, maintenant, on n'a plus qu'une seule grille de forfait et qui a été arrondie au supérieur. Voilà. Et autre nouveauté, donc là, c'est vraiment des critères d'exigence du coup qui se renforcent. Donc, c'est ce qui est en rouge et c'est le 55% de NRR. Donc, c'est en cas d'extension du réseau. Ce qu'on vous demande, c'est que l'extension, elle soit couverte par 65% d'énergie renouvelable supplémentaire et que le réseau global soit à 55% d'énergie renouvelable et de récupération. Dans le cas où ce ne serait pas possible, on vous invite à prendre contact avec nous pour voir les éventuelles possibilités de dérogation selon les cas particuliers. On peut passer, petite question sur, donc je vais tout de suite la poser, donc sur réseau, hop. Ça y est, le questionnaire est lancé. Donc, c'est sur les schémas directeurs. Donc, finalement, pour un projet d'extension de réseau de chaleur, afin d'être éligible aux aides de l'ADEME et de la région, de quand doit dater votre schéma directeur? 5 ans, 10 ans, 15 ans. Attention, il y a un piège entre, effectivement, on va dire l'aspect réglementaire et l'aspect pour pouvoir être éligible aux aides de l'ADEME. Je vois qu'on a déjà 60 personnes qui ont répondu sur les… Vous êtes 123 connectés, là, ça continue à monter un petit peu. Voilà, vous répondez encore. Allez, on va clôturer, continuer à répondre. On va bientôt clôturer le sondage. Allez, je vais clôturer, ça continue à répondre. On va peut-être attendre les 100 du coup.
93. Ok, c'est votre dernier mot. Allez, on s'arrête là. Je partage les résultats. Et donc, à 67%, donc les 2/3, vous pensez que c'est 5 ans. Et 31%, 10 ans. Et 2%, 15 ans. Et donc, la bonne réponse est 5 ans. Donc, je reviens sur les slides. Voilà, donc il faut que votre schéma directeur ait moins de 5 ans. Et là, sur ce slide-là, vous allez retrouver du coup le guide ADEME Amorce pour la réalisation d'un schéma directeur. Et dans les nouveautés par rapport à l'an dernier, c'est que vous avez un modèle de cahier des charges qui est associé, donc vous pouvez utiliser pour la rédaction de vos cahiers des charges. Et pour les projets de création de réseaux de chaleur, il y a également un guide. Donc, en cliquant sur le lien, vous tomberez sur la bonne page. Et il y a également du coup un modèle de cahier des charges. Autre nouveauté depuis le 1er janvier 2021, donc l'ADEME et la région, on aidait auparavant jusqu'à 50% les études et on est passé à 70% au maximum, c'est-à-dire que ça dépend de la taille de votre structure. Si vous êtes une grande entreprise, ce sera 50%, moyenne 60% et petite entreprise, 60% du coup de subventions possibles. Voilà. Là, l'idée est vraiment de vous accompagner dans vos projets de chaleur renouvelable en vous permettant de déclencher finalement la réalisation de ces études. Sur le slide suivant, une petite question supplémentaire sur le rafraîchissement. Voilà, c'est parti. Est-ce que vous connaissez du coup le rafraîchissement urbain passif? Je vous invite à répondre à cette question avant qu'on attaque cette partie rafraîchissement urbain et qu'on parle un petit peu de réseau de froid. Alors, voilà, vous êtes en train de répondre. Hop, je clôture le sondage. Vous êtes 90 à avoir répondu. Donc, globalement, vous êtes les 2/3, on est souvent sur les 2/3, à ne pas connaître le rafraîchissement urbain passif et 1/3 à le connaître. J'arrête le partage. Voilà, donc sur cette slide, vous allez retrouver finalement donc, ce qui a pu être dit, c'est que les réseaux de froid sont aussi, depuis quelques années, là, éligibles aux aides du Fonds Chaleur, même si ça s'appelle Fonds Chaleur, le froid est quand même éligible. Et finalement, avant de créer un réseau de froid, c'est un peu la même démarche que pour ENR Choix, l'idée est d'essayer d'avoir le moins besoin possible finalement de rafraîchir, voire peut-être qu'il n'y ait pas besoin de réseau de froid selon la conception que vous pouvez avoir faite. Donc, on vous demande une note, là, c'est ce qui est en rouge au milieu de la page, on vous demande du coup une note spécifique qui est à fournir à l'ADEME et à la région sur l'aménagement et l'organisation urbaine. Alors, ce qui peut être un peu compliqué, hein, on le sait en fonction de qui candidate, ça nécessite du coup vraiment un échange et un partage avec la collectivité sur lequel se déroule le projet. Voilà, ça c'est vraiment important pour nous. Et après, vous retrouvez là les 3 catégories, on va dire, donc c'est des exemples hein, finalement de rafraîchissement urbain passif, donc les solutions vertes, grises et douces. Je vais pas les détailler, mais voilà, vous avez ensuite un lien vers le fascicule qui vous détaille tous ces aspects-là et qui vous permet du coup d'en savoir plus et de développer cette démarche-là sur vos territoires. Le slide suivant, alors ça c'est un slide nouveau par rapport à l'an dernier. Là, c'était vraiment pour vous indiquer, donc là, les petites nouveautés, c'était le plafond d'aide qui a été donc arrondi à l'unité supérieure. Également, vous indiquez sur le taux de pertinence du réseau, donc qui est supérieur à 70%. Là, ce qu'il faut le comprendre, c'est en termes d'énergie et ce n'est pas en termes du coup de nombre de bâtiments. Voilà. Et après, dans les critères, là, on n'est pas à 65% de taux d'ENR. Ce qui est demandé, c'est 50%, mais il y a quand même un critère d'appréciation si vous arrivez à un taux supérieur à celui-ci. Voilà. Et donc, sur chaque appel à projet, du coup, en général, on a essayé de vous mettre, vous voyez en bas, là, vous avez la page Agir qui vous amène, avec un peu de chance, si tout a bien été fait, sur la bonne page où vous retrouvez ensuite l'ensemble des documents à compléter. Je passe la parole à Mathieu Méflet-Piprel. Et rebonjour à tous. Alors, on va rester dans les réseaux, mais cette fois un réseau un peu spécifique, les boucles d'eau tempérées. Donc, je vais vous lancer d'abord un petit sondage tout de suite. Normalement, voilà, vous devez le voir apparaître.
Donc la première question, c'est est-ce que vous connaissez ces boucles d'eau tempérées? C'est une technologie assez récente. Et la deuxième question, plus pour ceux qui connaissent déjà un peu la techno du coup, mais est-ce qu'il existe selon vous une aide forfaitaire sur ces boucles d'eau tempérées géothermiques? Alors on va laisser encore un peu répondre. On arrive à presque 80 réponses. Allez, ça commence à se stabiliser. Je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Donc, alors on voit que c'est très partagé, hein. La moitié connaissent et la moitié ne connaissent pas. Et c'est à peu près pareil pour la réponse aux aides forfaitaires. Il y en a un peu plus qui répondent qu'il y a une aide forfaitaire. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Hop. Alors, déjà, je vous explique un peu ce que c'est une boucle d'eau tempérée, puisque près de la moitié ne savent pas ce que c'est. Alors en fait, l'idée, c'est qu'un réseau de chaleur, comme on l'a vu précédemment, on a un gros moyen de production décentralisé qui va produire de l'eau chaude, qui va monter à 60, 70 degrés, voire plus. Le réseau de chaleur transporte cette eau chaude et pour alimenter, après, à chaque pied d'immeuble, avec une sous-station, le bâtiment en eau chaude pour le chauffage et le CS. Là, on est sur une technologie un peu différente, c'est que le réseau en lui-même, du coup, est à basse température, entre 5 et 30 degrés maximum. Il est alimenté donc par différents moyens de production décentralisés. Donc ça peut être des packs sur sonde, de la sonde, la nappe, des eaux usées, etc. C'est à chaque pied de bâtiment qu'on va retrouver un système avec donc un échangeur et une pompe à chaleur qui peut produire du chaud ou du froid. Et donc l'idée, c'est que une boucle d'eau tempérée est particulièrement intéressante car on a des besoins de chaud et de froid sur notre territoire qui sont assez proches. Voilà, plus c'est proche, plus c'est intéressant. Et donc, je vous ai mis l'exemple là. Par exemple, les bâtiments, les besoins de chaleur que peut avoir un bâtiment pour le chauffage peuvent être compensés par des besoins de froid d'un hôpital ou autre bâtiment ayant des besoins de froid. Voilà, donc c'est assez intéressant. Comme la température est basse, il y a très très peu de pertes thermiques en plus, ce qui est déjà assez faible sur un réseau de chaleur. Mais voilà, donc c'est une solution à regarder dans ces cas-là, surtout quand vous avez besoin de chaud et de froid sur votre territoire. Donc maintenant, si je viens un peu aux conditions d'éligibilité, en fait, ça n'a pas changé depuis l'année dernière, mais c'est une technologie assez récente. Donc c'est pour rappel, mais il y a bien le 65% de NR comme pour les réseaux de chaleur. C'est identique. Pareil que pour les réseaux de chaleur classiques, il faut une étude de faisabilité ou un schéma directeur. Et pour répondre à la deuxième question, on voit qu'en fait, il y a dans le tableau qu'il n'y a pas d'aide forfaitaire sur les boucles d'eau tempérées. C'est forcément une analyse économique à faire. Voilà. Et je laisse la parole à Catherine. Oui, merci. Donc, on commence la thématique chaleur fatale avec une petite question. Selon vous, quel est le gisement théorique maximal de chaleur fatale de l'ensemble des data centers en Île-de-France, issu donc de l'étude réalisée en 2017 et dont les données étaient en 2015? Je laisse les gens répondre. On est à 40% de taux de réponse. Alors, je vais clôturer. On est à plus de 70% maintenant. Je mets fin au sondage. Donc, la majorité des personnes donc, ont choisi la réponse 500 gigawattheures et c'était en effet la bonne réponse. Donc, c'est donc un gisement théorique maximal qui date de 2015 et qui est bien sûr, c'est à peu près amené à évoluer, en tout cas en Île-de-France, au vu de l'émergence des data centers, en tout cas dans notre région.
C'était aussi voilà, ce sondage me permettait aussi de vous rappeler que l'ADEME a effectué cette étude donc de recensement des gisements potentiels de chaleur fatale et que les collectivités peuvent envoyer un message à l'ADEME pour demander à ce que les données de gisements de chaleur fatale sur leur territoire leur soient transmises. Donc, pour revenir du coup à l'appel à projet, donc récupération de chaleur fatale, là aussi, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Les opérations éligibles, déjà la chaleur fatale, hein, comme vous le savez, c'est donc la chaleur qui est résiduelle et non utilisée, issue donc d'un process. Et donc, les opérations éligibles à cet appel à projet sont donc la valorisation de l'énergie récupérée sur un autre procédé et sous forme de chaleur. Le fonds décarbonation permet de faire le complément, c'est-à-dire une valorisation soit sur le même procédé, soit sous forme électrique ou mécanique. Donc, fonds décarbonation qui se clôture le 14 octobre. Comme vous le savez, on commence à le savoir maintenant, la production de froid à partir de chaleur fatale est une opération éligible pour des besoins de froid industriel ou pour alimenter un réseau de froid. Au niveau des critères d'éligibilité, ils n'ont pas changé. Il faut réaliser préalablement une étude énergétique de moins de 2 ans. Si vous mettez une pompe à chaleur, le scope doit être supérieur ou égal à 4. La petite nouveauté se fait au niveau du calcul de l'aide. Donc, comme vous le savez, c'est toujours par analyse économique, quel que soit le montant, la quantité de mégawattheures ENR et R valorisés. Et donc, cette analyse économique se fait par le calcul d'un temps de retour brut et celui-ci doit être supérieur à 24 mois dorénavant au lieu de 18 mois, comme cela l'était précédemment. Et comme je l'ai expliqué avant, donc le cumul C2E est maintenant possible avec donc une prise en compte le cumul des C2E est possible pour les projets supérieurs à 6 GWh ou avec installation de systèmes thermodynamiques ou couplés à du solaire thermique. Donc, la prise en compte des recettes C2E se fait dans le calcul du TRB. Et en cas de cumul donc C2E fonds chaleur, il est demandé à ce que le contrat C2E signé avec l'obligé ou le délégataire doit donc être une pièce lors du dépôt du dossier ADEME. Enfin, au niveau des taux d'aide maximum pour les opérations, donc on est donc à un maximal de 30% pour les grandes entreprises, 40% pour les entreprises moyennes et 50% pour les petites entreprises. C'est tout pour moi. Alors, bonjour à tous, je vais vous parler de la thématique géothermie profonde. Alors, des rappels et quelques nouveautés. Donc, pour ce qui concerne la géothermie profonde, vous le savez, j'imagine, mais on parle d'opérations qui se passent au-delà, qui se situent au-delà de 200 mètres de profondeur. Les opérations éligibles, donc elles sont rappelées ici pour celles qui étaient déjà existantes, avec une nouveauté, qui était déjà, on va dire, amorcée l'année dernière, mais qui est désormais inscrite, on va dire, c'est la possibilité de mise en place d'une ou plusieurs packs sur un réseau de chaleur alimenté par une installation de géothermie profonde existante. Pour ce qui concerne les critères d'éligibilité, ce sont les mêmes que l'année dernière. Je vous en rappelle simplement deux. C'est la nécessité, l'obligation de faire l'objet d'une instrumentation et d'un suivi des performances pour l'installation pendant toute sa durée de vie. Et pour les opérations de géothermie avec mise en place d'une ou plusieurs packs, la nécessité de justifier des performances énergétiques des équipements. Slide suivante. Merci. Pour ce qui concerne le calcul de l'aide, donc elle est effectuée au cas par cas, avec cette année une nouveauté sur le plafonnement de l'aide pour la partie géothermie profonde avec recours à une PAC. Ce plafond est désormais de 10 € par mégawattheure ENR sur 20 ans. Une autre nouveauté, c'est aussi la simplification et la forfaitisation dans le cas de la mise en place d'une PAC sur un réseau de chaleur alimenté par une installation de géothermie profonde déjà existante. On a une forfaitisation à 3 € par mégawattheure ENR sur 20 ans. Alors, une petite question
pour vous donner quelques chiffres sur les opérations de géothermie en Île-de-France. Connaissez-vous donc le nombre d'opérations de doublés de géothermie profonde qui sont en fonctionnement ou en cours de forage en Île-de-France? Je vais lancer le sondage. Alors, vous avez comme réponse possible 34 opérations, 45 opérations ou 57 opérations. C'est vrai que les chiffres sont assez proches. Alors, on attend encore 2-3 secondes. Alors, je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Donc, vous êtes, on va dire, une petite majorité à penser 34. Alors, la réponse est dans le slide suivant. En fait, on a actuellement en Île-de-France 57 doublés, pardon, ou triplés en fonctionnement ou en cours de forage, dont 23 ont été mis en service donc dans une période précédente, on va dire, entre 81 et 96, et 34 après 2007. Pour vous donner quelques chiffres sans forcément tout reprendre, toutes les indications de la slide, donc on a 45 opérations qui ont fait l'objet d'un financement de la part de l'ADEME de la région, alors que ce soit sur doublé, triplé, avec ou sans PAC, pour des montants de 98 millions d'euros pour l'ADEME et 48,5 millions pour la région. Ça, c'est depuis 2007, hein, les chiffres que je vous indique là. Et 61 opérations de création d'extension de réseau associées à la géothermie profonde qui ont fait l'objet d'un financement de l'ADEME pour 77 millions d'euros et ou de la région pour 41 millions d'euros. Et voilà, pour information, depuis 2008, l'ensemble des opérations l'ont été avec le soutien de l'ADEME et ou de la région. Donc là, vous avez simplement un petit graphique avec à gauche la répartition des doublés ou triplés dans les départements franciliens, avec sans surprise voilà, une majorité installée dans la partie est de l'Île-de-France. La slide suivante, avec une petite question à nouveau. Connaissez-vous la base de données Sibase? Je crois que c'est une question qu'on avait déjà l'année dernière, donc normalement, aujourd'hui, tout le monde répond oui. J'attends encore un petit peu. Peut-être que vous la connaissez mieux sous son ancien nom, la base de données du Dogger. Alors, je vais mettre 1 et partager le résultat. Non, on a 66% d'entre vous qui ne connaissent pas cette base de données, donc du coup, ça mérite un petit rappel. Donc, cette base de données, si je peux avoir la slide suivante, merci. Donc, dite ancienne base du Dogger. Donc, c'est une base de données du BRGM, qui recense en fait toutes les données et informations validées sur les ouvrages dont on vient de parler, les ouvrages sur le Dogger et potentiellement les autres aquifères dans le futur en Île-de-France, pour permettre en fait aux maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage d'avoir des informations, encore une fois, validées par rapport à leurs futurs projets, que ce soit en termes de retour d'expérience ou en termes d'évaluation du risque et de l'influence de leur projet par rapport au site voisin. Donc, il est important en fait de pouvoir communiquer vos informations lorsque vous avez des projets de géothermie au BRGM, donc de répondre à leurs sollicitations ou bien aux sollicitations de l'ADEME par rapport à cette base de données, pour qu'elle puisse être régulièrement mise à jour et vous servir ensuite derrière par rapport à vos projets futurs. Donc, pour information, elle est en cours d'actualisation avec les données 2018 et 2019. Voilà, et cette actualisation devrait être en ligne, on va dire, prochainement. Voilà, je crois qu'on passe maintenant à une séance de questions-réponses.
Oui, alors pour faire le point sur les questions, cette partie, c'était surtout sur le froid renouvelable et les boucles d'eau tempérées. Alors, on a des questions qui se ressemblent. Qu'est-ce que le froid ENR, type de refroidissement, et quels sont les moyens de production ENR et air froid? Alors, pour information, les moyens de production froid renouvelable éligibles au fonds chaleur sont décrits dans les fiches géothermie et chaleur fatale. Voilà, je ne sais pas si l'un de vous veut compléter cette information. Du coup, pour la partie géothermie superficielle, c'est le froid qui est issu notamment des thermofrigopompes, mais on verra tout à l'heure, puisqu'il y a la partie production appel à projet PAC qui va être décrit juste après, de mémoire, ou tout ce qui est froid sur les eaux de lac ou de rivière ou de mer. Voilà, principalement pour la partie froid renouvelable côté appel à projet PAC. Et toi, Catherine, tu en as parlé tout à l'heure, il me semble. Oui, en fait, on peut faire aussi du froid à partir de chaleur fatale. Pareil, avec à l'aide d'une TFP ou d'une PAC, tout simplement. Et un système à absorption, je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, pardon, il y a un système à absorption, merci. L'idée, je complète juste, l'idée c'est que le fonds chaleur permet de financer la production de froid que si elle est couplée, enfin en tout cas sur l'appel à projet PAC, que si elle est couplée à une production de chaud qui est valorisée. Voilà, on ne peut pas financer juste une production de froid par une pompe à chaleur, même par exemple sur Haut de la Seine, on peut imaginer par exemple, mais il faut que le chaud soit utilisé par ailleurs dans un réseau ou autre, mais qui ne soit pas rejeté dans la Seine, pour l'exemple que j'ai cité. Par contre, on peut financer le réseau, l'extension ou la création de réseaux de froid. Voilà, c'est la différence avec le froid pour la chaleur fatale qui, lui, en fait, le système de production de froid fonctionnant à partir de chaleur fatale peut donc répondre à des besoins de froid industriel ou à un réseau de distribution de froid tout seul, qu'il soit industriel ou urbain comme réseau. Est-ce qu'on a d'autres questions, Maëlle? Oui. Vas-y, je te laisse. Alors, il y a une question qui a donc déjà été répondue par Mathieu, mais pour la personne qui se demandait si la source de production d'une boucle d'eau tempérée peut être par exemple l'eau d'une rivière comme la Seine, la réponse est oui. Et enfin, une dernière question. Pour les boucles d'eau tempérées, les 20 € par mégawattheure ENR sur 20 ans ne sont plus d'actualité. La réponse est que ce forfait de 20 € par mégawattheure est pour la production PAC et non pour la boucle d'eau tempérée. Mais Mathieu, si tu veux compléter. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a confusion. Alors, les boucles d'eau tempérées, comme je dis, c'est analyse économique. Par contre, on est bien sur la partie boucle. Et comme je l'ai fait voir sur le schéma, il y a forcément la partie production qui est faite à partir, par exemple, de packs sur nappe, sur sonde, etc. Et là, il y a bien, suivant le niveau de mégawattheure ENR. Donc, en dessous, si on parle que de chaud, donc c'est la limite est à 1000 MWh ENR, ou par TFP, donc à 2000 MWh ENR. Et donc en dessous de ces valeurs-là, on a un forfait, donc qui est en effet, ça dépend des technos, mais pour la nappe, 20 € du mégawattheure sur 20 ans. Pour la sonde, c'est 40. Voilà, enfin, donc ça dépend de la technologie. Et par contre, au-dessus de ces valeurs de 1000 et 2000, on est sur une analyse économique également. Alors c'est vrai qu'une boucle d'eau tempérée, on a quand même beaucoup, normalement, on essaie de viser un réseau assez important et donc on arrive souvent au-dessus de ces quantités de ENR et donc on arrive souvent à une analyse économique sur les deux aspects, production et réseau. Merci Mathieu. Je crois que Maëlle, tu me confirmes, est-ce qu'on a fait le tour des questions là, a priori? Une dernière question qui vient d'arriver. Quelqu'un qui se demande pour les eaux usées, est-ce que c'est 20 € ou 40 €? Pour les eaux usées, c'est 20 €. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour. Et de toute façon, s'il y a des questions qu'on a loupées, on tâchera à ce moment-là de les noter pour pouvoir y répondre ultérieurement. Je propose qu'on passe à la suite avec Mathieu sur les pompes à chaleur. Ça répondra d'ailleurs à certaines des Exactement. questions
Exactement, ça répond à quelques questions normalement dont je viens de parler. Donc l'appel à projet pompe à chaleur, donc je vais déjà vous poser une petite question donc, sur les géostructures. Voilà, hop. Normalement, vous devez voir le sondage. Donc, c'est est-ce que vous connaissez ce que c'est une géostructure? C'est une technologie assez récente, enfin, bon, en tout cas récente dans le fond chaleur, mais ça fait quelques années qu'il y a plein d'expérimentations et qui est assez développé dans d'autres pays. Donc, je vais vous laisser encore quelques minutes pour répondre. Quelques secondes plutôt que quelques minutes. Allez, on va arrêter là. Hop. Et je partage les résultats. Voilà. Donc, il y a quand même une majorité qui ne connaît pas, ce qui n'est pas étonnant. Donc, on va voir tout de suite. Donc, à peu près voilà, 80% qui ne connaissent pas ce que c'est. Alors, donc, je vais juste revenir quand même aux sources ENR éligibles dans le cadre de l'appel à projet PAC. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure, les PAC sur aquifères superficiels. Superficiels parce que inférieur à 200 mètres, contrairement à la géothermie profonde dont on a vu tout à l'heure. On a des PAC sur eau usée, des PAC sur eau de surface, eau de mer, des PAC sur champ de sonde. Donc, c'est depuis l'année dernière des PAC sur géostructure. Alors, qu'est-ce que c'est une géostructure? Vous voyez un peu le schéma ici. Il y a certains immeubles qui ont besoin de pieux, de soutènement, sur certains terrains ou suivant la hauteur. Et donc, il est possible directement de se servir des forages de la géostructure et de la structure pour intégrer les sondes, en fait, à l'intérieur des piliers. Et donc, c'est ça, les géostructures. Donc, c'est un mélange de géothermie et de structure. Donc, c'est, comme j'ai dit, une technologie qui est maintenant qui est rentrée dans le cadre de franche chaleur depuis la deuxième année. Donc les critères d'éligibilité, alors ça c'est pas une nouveauté, mais c'est un rappel, j'insiste, c'est en lien aussi avec ENR Choix, hein, c'est le fait que les bâtiments doivent être consommés le moins possible, et donc il y a des exigences sur à la fois les bâtiments neufs ou les bâtiments anciens pour pouvoir être éligibles au fonds chaleur. Voilà, donc en l'occurrence sur les bâtiments neufs, on a un critère sur CEP moins 20%. Je rappelle aussi également la nécessité d'avoir un acteur RGE études qui intervient sur le projet. Alors, on ne vous demande pas qu'ils soient tous RGE, mais il en faut au moins un entre le bureau d'études qui réalise l'ingénierie de conception, la réalisation ou l'étude des ressources géothermiques. Voilà, c'est pour afin de garantir que le projet soit bien ficelé et qu'il puisse correctement vous accompagner. Donc, je vous ai mis en dessous un des sites qui répertorie des bureaux d'études qualifiés. Voilà, c'est un site assez utile, donc je vous invite à aller voir du coup. Ensuite, j'ai un autre petit sondage. Hop. Normalement, vous allez le voir apparaître maintenant. Donc, quel est pour le chaud, uniquement le chaud, est-ce qu'il y a un seuil de production minimum et à combien il est? Surtout. Allez, je vous laisse encore un peu de temps. Il faut connaître un peu, il faut avoir déjà manipulé un peu quelques dossiers pour le savoir. Après, il y a peut-être un piège. Cette question a l'air un peu plus dure, ça tarde un peu à monter. Je vais arrêter le supplice tout de suite. Et donc, vous êtes assez partagé entre 25 et 50 et un petit peu de 100 aussi. Et il y a une bonne raison. Elle était assez piégeuse, cette question. Alors, la question, c'est 25 désormais. Mais c'est une nouveauté puisque auparavant, suivant la technologie, en fait, on avait des seuils de minimum qui étaient différents, soit 25, soit 50, soit 100. Et donc là, maintenant, c'est tout homogénéisé. Ça a été le cas l'année dernière avec la production maxi à 1000. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc, maintenant, depuis cette année, il y a une homogénéisation aussi sur la partie minimum. Voilà, donc c'est la seule nouveauté concernant le chaud pour cette année.
Ensuite, on en vient justement aux questions de tout à l'heure, le froid renouvelable, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a du géocooling, mais ça, on est plutôt à l'échelle d'un bâtiment, où l'idée, c'est de plus passer par la pompe à chaleur, donc on récupère à l'intersaison notamment l'énergie du sol pour alimenter directement le système avec un échangeur, bien entendu, mais pour alimenter directement les planchers chauffants. Et donc ça permet d'avoir un COP, un coefficient de performance très important, puisqu'on n'a plus la PAC utilisée, donc plus de consommation électrique, on n'a plus que les consommations électriques des pompes qui permettent de faire circuler le fluide. Donc c'est très, très intéressant économiquement. Ensuite, on a tout ce qui est SWAC. Donc là, la mer ici, c'est un peu compliqué, mais on a quand même des rivières où on peut récupérer et des fleuves où on peut récupérer la chaleur. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, les thermofrigo-pompes, donc qui sont des pompes à chaleur, hein, mais dont le montage permet de produire à la fois du chaud et du froid. Et quand on est dans ce mode-là, du coup, le stockage, donc que ce soit la géothermie sur sonde ou sur nappe, par exemple, ne sert pas dans ces moments très précis où on a, ou moins en tout cas, où on a une concomitance des besoins de chaud et de froid. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais voilà, au besoin, on pourra échanger, ou avec l'animateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc sur le froid, la grosse nouveauté, c'est la création. Alors déjà, c'est la production minimum donc, de 50 MWh ENR froid, enfin en mode TFP. Et avec avec une production maximum pour être justement en aide forfaitaire, c'est ça qui vient d'être créé, à 2000 MWh ENR par an. Donc en dessous de ce 2000, on a une aide forfaitaire qui est marquée juste à côté, donc 11 € MWh ou 22 € par mégawattheure sur 20 ans. Donc 11 € pour les nappes ou sur euro usé et 22 sur les sondes ou géostructures qui sont un peu plus chères vu qu'il y a plus de forage à faire. Et au-dessus, on a une analyse économique. Alors l'analyse économique est simplifiée dans certains cas, notamment quand il n'y a pas de vente de chaleur et de froid. Donc typiquement sur un bâtiment assez petit, en tout cas pas associé à du réseau. Et donc là, on a une aide qui est plafonnée à 30% des dépenses éligibles. Et qui est calculé par un espèce de forfait, on va dire, à 10 € du mégawattheure ENR sur 20 ans pour les eaux usées, les nappes et eaux de mer, et pour 15 €, donc c'est un peu plus bas, donc 15 € pardon, sur les sondes et géostructures, donc qui est un peu plus bas que le forfait en dessous de 2000, ce qui est normal puisqu'on a les plus grosses installations qui sont plus facilement rentabilisées sur la durée. Voilà, donc voilà la grosse nouveauté sur le froid. Et je laisse la parole pour la biomasse. Oui, merci Mathieu. Donc sur la partie biomasse, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais donc on a une personne qui va arriver à partir de lundi prochain côté ADEME Île-de-France, donc qui sera du coup formée sur ce sujet et en mesure de suivre la filière. Donc on peut passer au slide d'après, qui est une petite question, donc un petit peu pas complètement évidente, même des deux questions. Donc je lance le sondage et je vous les lis. Donc la première, c'est inférieur à 12 gigawattheures de NRR, et la deuxième, c'est supérieur. Et après, vous avez les mêmes possibilités de réponse. Donc, la question étant de quel est le taux minimum de bois certifié exigé sur la part de plaquettes. Donc, pour inférieur à 12 gigawattheures, est-ce que c'est selon vous 21%, 32%, 42%? Et ensuite, on passe au seuil supérieur à 12 gigawattheures de NR, avec toujours les mêmes pourcentages. Voilà, donc je vous invite à vous exprimer sur cette question-là. Donc, je vois que vous lancez globalement, même si ça reste un petit peu timide. Je pense que c'est une question qui est pas évidente. Donc, on va voir tout de suite la réponse. Alors, je mets fin au sondage. Je vois qu'il y en a encore qui décident finalement de se lancer. Où est-ce qu'on en est? Allez, on attend quasiment les 50 réponses. Allez, je clôt le sondage. Je vous partage les résultats. Donc, vous pensez que pour les installations
inférieur à 12 gigawattheures d'ENR, en majorité, vous pensez du coup que la réponse est 32%. Et pour les installations supérieures à 12 gigawattheures d'ENR, vous pensez que la réponse est 42% en majorité. Alors, a priori, il n'y a aucune réponse qui est la bonne. Je vais vous afficher le slide, mais je regarde. Effectivement, ouais, bon. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont eu la bonne réponse, mais voilà, on passe sur ce slide-là. Donc, si vous regardez, donc vous retrouvez ces 3 chiffres qui étaient dans le sondage 42, 32, 21%. Donc, pour les installations inférieures à 12 gigawattheures d'ENR, c'est 21%. C'est 21% la bonne réponse. Et pour supérieur à 12 gigawattheures d'ENR, c'était 32%. Voilà, donc sur la partie biomasse en termes d'approvisionnement, donc ce qui est des ressources qui vont être éligibles, c'est ce que vous allez retrouver qui est cité, donc les plaquettes forestières et assimilées, les codex aussi, les bois de fin de vie, le bois déchet et les granulés. Alors c'est vrai que la partie approvisionnement, c'est quelque chose qui va être très important dans l'analyse que va en faire l'ADEME et la région Île-de-France, et ça fait l'objet, j'en parlerai rapidement un peu plus tard, c'est vrai que ça fait l'objet aussi d'une évaluation de la part de la cellule biomasse. Vous retrouvez là un petit lien vers le visuel sur la qualité des approvisionnements et du coup qui vous donne un certain nombre d'informations. On peut passer donc au slide suivant qui va vous parler de qualité de l'air. Donc sur la partie qualité de l'air, donc là vous retrouvez finalement les principaux textes qui s'appliquent en Île-de-France. Donc l'arrêté du 3 août 2018, lui, donc c'est un texte au niveau national, mais nous avons la chance d'avoir un PPA, donc plan de protection de l'atmosphère pour l'Île-de-France, qui du coup va imposer des règles plus strictes en termes du coup d'émissions de NOx et de particules. Donc vous pouvez voir la différence entre niveau national où on est à 500 mg par mètre cube pour les NOx, 50 pour les particules, et avec l'application du PPA, on descend respectivement à 200 et 15. Voilà, donc ça c'est pour les installations qui font plus d'1 mégawatt. Après, il y a des petites spécificités, des petits calculs à faire pour déterminer dans quelle catégorie vous vous situez. Voilà, ça c'est des points assez importants parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, on a des problèmes de qualité de l'air dont je pense que vous avez partie d'entre vous doit avoir connaissance. On a une condamnation de la France sur cet aspect-là. Et donc, c'est vrai que c'est important d'agir sur cet aspect-là. Et enfin, sur les petites chaufferies biomasse, donc inférieures à 500 kW, là, vous retrouvez également les informations du coup sur les seuils à respecter de NOx et de particules. Sur le slide d'après, là, on va retrouver finalement les taux d'aide donc au forfait pour les chaufferies biomasse, sachant que si vous avez un projet où vous avez à la fois du réseau de chaleur et de la chaufferie biomasse, que vous êtes inférieur à 12 gigawattheures, en fait, vous devez à la fois regarder du coup cette partie, cette grille pour la partie chaufferie, et vous devez vous reporter à la grille pour la partie réseau. Vous l'aurez peut-être noté, mais on ne vous a pas présenté la grille pour la partie réseau. Et comme vous avez le lien vers les pages, vous êtes en mesure de retrouver ces différents liens. Et après, il s'agit, je dirais, de faire des petites multiplications, voilà, des petites multiplications entre les mégawattheures ENR, etc., selon la catégorie dans laquelle vous vous situez. Ça, c'est quand vous êtes inférieur à 12 gigawattheures. Et quand vous êtes du coup supérieur à 12 gigawattheures, là, vous allez vous situer en analyse économique. On peut passer au slide d'après qui nous permet de voir l'appel à projet biomasse ADEME Région Île-de-France. Donc, il concerne les projets de plus de 1200 MWh ENR. Élodie vous présentera pour la partie inférieure à 1200 MWh ENR dans le slide suivant.
Et pour l'ADEME, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est vrai que dans le cadre des contrats de développement ENR territoriaux ou patrimoniaux thermiques, des opérations de moins de 1200 MWh ENR peuvent être éligibles, voilà, par grade de projet. Voilà. Juste, Mathieu, si on peut revenir au slide d'avant, voilà, c'est juste pour vous indiquer les critères d'évaluation des projets, ce qui va être assez important. Ça va vraiment, donc c'est en rouge, donc j'espère que vous le voyez bien. C'est la justification du choix de la biomasse par rapport à une autre énergie. Donc, Catherine vous l'a présenté tout à l'heure avec la démarche ENR Choix, qui est donc issue du travail entre la région, les services de l'État dans le cadre du SRCAE auquel l'ADEME était associée. Suite à ça, on a eu du coup la réalisation de la démarche ENR Choix. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de justifier ce choix-là, que la géothermie superficielle profonde ou la chaleur fatale n'est pas possible. Parce que voilà, c'est vraiment, si on place des chaufferies biomasse à des endroits où on peut faire de la récupération de chaleur, où on peut installer de la géothermie, on n'atteindra jamais les objectifs de chaleur renouvelable à l'échelle de l'Île-de-France. Voilà, on peut passer effectivement au slide d'après avec, je vais laisser la parole du coup à Élodie Migaud, référente biomasse pour la région Île-de-France. Élodie, je ne sais pas si tu es bien parmi nous. Je suis là. Je vais demander à ce que la diapo soit changée. Merci beaucoup. Je vais vous présenter brièvement du coup l'appel à projet qui est lancé là, uniquement par la région. Donc là, ça concerne, comme le disait Claire, les chaufferies dont la production est inférieure à 1200 MWh par an. Alors là, ce n'est pas un appel à projet annuel, ça se... comment dire, vous pouvez candidater au fil de l'eau si vous êtes intéressé. Et les dossiers de candidature ainsi que toutes les questions liées à ce type de projet sont adressées à l'adresse mail qui est présente sur le slide. Donc, on profite évidemment de ce webinaire pour faire un petit peu, disons, la promotion de ce dispositif, mais voilà, il est un peu à part de tout ce qui a été présenté tout à l'heure. Il n'empêche qu'il y a quand même des conditions, disons, sur lesquelles on est assez vigilant, notamment le NR Choix. Donc là, je ne vais pas le répéter de nouveau, mais voilà, ce que disait Claire était vraiment ce qui est recherché, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va mobiliser la ressource énergétique là où il faut. Et donc, pour la biomasse, justement, ça intervient vraiment en dernier recours par rapport à d'autres sources d'énergie. Donc là, pour revenir à la nature de l'aide, donc là, le financement peut être jusqu'à 50% des dépenses considérées comme éligibles et la subvention maximale peut être de 500 000 €. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça, mais sachez qu'on est à votre disposition pour toutes les questions complémentaires et même via le chat, si vous avez besoin, voilà, vous pouvez poser vos questions. Je laisse la parole, alors je pense que c'est moi qui reprend, voilà, c'est moi effectivement qui reprend la parole. Merci Élodie. Donc on va avoir à nouveau un petit temps de questions-réponses avant de passer ensuite au focus auprès de notre collègue Samira Kerouf qui est donc connectée. Là, c'est 2 slides juste pour finir en termes de un peu de documentation, formation, d'études. Donc, sur les premiers liens, là, vous allez retrouver tous les accès aux appels à projets, les descriptions des financements, les retours d'expérience, des grandes orientations aussi du fonds chaleur, qu'on vous invite à lire attentivement. Également une formation en ligne en fait, sur la chaleur renouvelable qui a été faite du coup par l'ADEME. Et on voulait vous faire part donc, de plusieurs études à la connaissance qui ont été financées ces dernières années, je dirais dans les 2-3 dernières années, et dont des diffusions publiques. Pour certaines parties, ce n'est pas forcément l'ensemble des rapports qui peut être rendu public, sont à venir d'ici la fin de l'année, début 2022 au plus tard. Donc, une étude avec la MGP et le BRGM, du coup, sur l'adéquation des besoins de surface avec les potentiels en sous-sol de la géothermie superficielle. On a ensuite une autre étude avec Armin, le laboratoire des mines de Paris, et GeoPicta, donc une filiale d'Engie qui est sur le réseau de chaleur de Villepinte. Là, donc, c'était une évaluation des stratégies de pilotage des réseaux de chaleur.
Et enfin, donc une étude par CFG sur l'utilisation de, alors là on est dans le cadre de la géothermie profonde, hein, donc l'utilisation de casing en composite pour les puits neufs. Voilà. Et enfin, un petit rappel sur un webinaire qui avait eu lieu, qui portait sur 2 guides financés également par l'ADEME. Donc là, vous avez le lien vers ce webinaire. On essaiera de remettre la main sur le lien aussi vers les guides en eux-mêmes. Et donc, c'est un guide de bonne pratique d'exploitation des réseaux de chaleur, et l'autre, c'est optimiser la réalisation de la conduite de ce réseau de chaleur. Voilà, ça, on se disait que c'était un petit peu de documentation qui pouvait être en fonction de vos fonctions, exploitants, bureaux d'études, collectivités. C'est des ressources qui peuvent vous être utiles. Sur le slide suivant, c'est quelques dates à retenir. La clôture, je pense qu'on l'a suffisamment dit, c'est le 4 novembre, donc c'est bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions avant. Après, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que une fois que le 4 novembre est passé, ce n'est pas la fin. Je dirais que c'est même que le début seulement du process, et que les échanges auront lieu après le 4 novembre, et qu'il est possible de compléter. On aura des séries de questions, réponses, éventuellement réunions, auditions avec vous. Le 18 novembre matin, il y a un webinaire sur le schéma directeur des énergies. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser si vous le souhaitez. Et la semaine de la chaleur renouvelable amorce avec l'ADEME qui organise également, qui a lieu les 7-8 décembre prochains à Paris. Donc, a priori, on serait sur du présentiel ou peut-être de l'hybride, je ne sais pas exactement. Voilà, c'est à suivre sur ces aspects-là. Donc, petite série de questions-réponses avant de donner la parole à notre collègue Samira Kerouf. Alors, je regarde Maëlle, si on a des... Oui, il y a 2 petites questions. Une première pour savoir si un projet de géothermie venant en appoint d'une chaufferie ou sous-station existante est éligible ou pas. Peut-être Mathieu ou Claire, vous avez la réponse. Alors, je sais pas, je suis désolé, je n'ai pas compris la question. Alors, il n'y a pas forcément plus de détails, mais si je relis la question, on a un projet de géothermie venant en appoint, donc c'est un appoint d'une chaufferie ou sous-station existante. Alors, je ne suis pas sûre complètement de bien comprendre aussi la question, peut-être que la personne pourra nous la reformuler, on essaiera d'y répondre, mais c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la géothermie qui est l'appoint, c'est ça que j'ai un peu du mal à... C'est ça que je comprends. Si c'est la géothermie superficielle, en fait, on ne regarde pas à l'échelle d'un bâtiment, je parle. Si c'est une géothermie à l'échelle d'un bâtiment, que vous avez déjà une chaudière et que vous voulez en partie faire de la géothermie avec une petite partie des besoins, dans les critères d'éligibilité, il n'y a rien sur le taux de NR à l'échelle d'un bâtiment. Donc, si je comprends bien la question, c'est théoriquement possible. Après, l'appoint, c'est normalement, c'est pour les. Ça s'allume peu de fois dans l'année, c'est le principe. Normalement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt. Il y a un critère sur la géothermie superficielle qui est un nombre d'heures de fonctionnement. Et donc, l'idée, c'est de l'utiliser le plus longtemps le plus souvent possible. Et donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si on le met en appoint, ce critère-là risque de ne pas être rempli. Et donc, normalement, c'est plutôt la base qui est faite par la géothermie et l'appoint par le système que vous avez actuellement. Voilà, je ne sais pas si ça répond. On va partir de toute façon sur cette réponse-là et on verra si on a un complément dessus. Maëlle, du coup, la deuxième question. Et la deuxième question porte sur les critères d'évaluation des projets biomasse. Est-ce qu'ils sont hiérarchisés? Alors, je dirais qu'ils ne sont pas forcément hiérarchisés, c'est-à-dire qu'ils sont tous très importants et doivent être tous suivis. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas le critère ENR choix, du coup, je dirais que ça s'arrête là. Et sur la partie plan d'approvisionnement également, si vous ne respectez pas non plus certains des critères d'éligibilité, ça s'arrête là aussi. Donc, c'est vraiment, pour le coup, je pense que c'est vraiment tous les pans à regarder et à respecter pour que la candidature soit éligible. Voilà, je n'ai pas forcément plus d'éléments sur cette question-là. Je vois une dernière question qui vient d'apparaître. Quels sont les critères pour classer un réseau de chaleur? Incitation au raccordement. Donc là, il va y avoir le classement va devenir automatique. Catherine,
tu souhaitais répondre à la question? Non, pardon, c'est juste pour qu'elle soit visible aux spectateurs. Donc, oui, donc, sur cet aspect-là, le classement va devenir obligatoire, automatique, je dirais, à partir du 1er janvier 2022. Et du coup, il y aura ce classement automatique. Alors, on attend encore les textes, les arrêtés là-dessus. Et l'idée, du coup, est de pouvoir ensuite favoriser les raccordements à proximité du réseau. L'idée n'est pas forcément que si un bâtiment est situé trop loin du réseau, voilà, ça fait, après, il y a des dérogations qui sont possibles. Je n'ai pas forcément plus d'éléments sur cet aspect-là. On peut éventuellement se renseigner là, auprès de nos collègues du siège pour, si ça vous intéresse, pour avoir plus d'éléments. Du coup, là, je vois la personne étant en anonyme, donc je ne suis pas en mesure d'identifier, mais n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous. Dans la présentation, il y a nos coordonnées et on est aussi très visible. Si vous tapez ADEME Île-de-France, vous cherchez nos contacts. Ben voilà, là-bas, il y a tous nos contacts. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas redit les adresses mail, mais c'est assez simple, que ce soit côté ADEME ou côté région. C'est les prénoms, les noms de famille. Et puis, c'est arrobase, pour l'ADEME, c'est adem.fr. Et pour la région, si je ne me trompe pas, et la région corrigera sinon, c'est île-de-france.fr. C'est ça, c'est correct. C'est ça, exactement. Ok, super, merci. Il est moins quart, donc je pense qu'il est pile le bon timing pour laisser un quart d'heure à Samira Kerouf pour nous parler des appels à projets de recherche qu'après des graines. Donc, Samira, je dirais une dizaine de minutes pour ta présentation et comme ça, 5 minutes de questions s'il y en a. Voilà, Samira, je crois que tu es connectée. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter 2 appels à projets recherche de l'ADEME. Un qui est fini maintenant, c'est l'appel à projet énergie durable, et puis un autre qui vient d'être lancé, c'est l'appel à projet graines. Donc, le premier appel, donc c'est la 5e édition de l'appel à projet énergie durable qui s'est clôturée en mai dernier. Cette édition était centrée sur l'optimisation du système énergétique, à la fois par l'optimisation et la réduction des impacts des technologies, et une optimisation plus systémique sur l'axe 2, avec la conception intégrée des systèmes énergétiques et leur régulation. Donc, dans le transparent suivant, sans rentrer dans le détail de l'ensemble, on a dans l'axe 1, donc, qui est l'axe 1 visé à concevoir, évaluer et expérimenter des solutions innovantes d'amélioration pour la production, le stockage, la conversion, l'utilisation efficace et la valorisation de l'énergie. Il s'agissait notamment d'améliorer donc la fiabilité, le pilotage optimal des installations de production d'énergie renouvelable, réduire leurs coûts, évaluer leurs impacts sur l'environnement et la biodiversité, et de développer des solutions innovantes pour les réduire. Pour faire court, l'axe 2, lui, il s'agissait dans l'axe 2 de développer, expérimenter des démarches d'évaluation des performances énergétiques et d'empreinte carbone des opérations d'aménagement, notamment en matière d'optimisation de l'efficacité et de la mutualisation énergétique, et analyser l'évaluation de la gouvernance et des jeux d'acteurs. Voilà, donc je ne vais pas passer sur tout, mais alors il y avait aussi un aspect sur mener des analyses socio-économiques portant sur la technologie de l'hydrogène. Il y avait, pour quelque chose qui vous intéresse directement, développer des outils de conception avancés et optimiser l'efficacité énergétique et économique des réseaux de chaleur et de froid alimentés par des énergies renouvelables et de récupération. Voilà, il y avait donc l'analyse. Bon, peut-être pas, effectivement, on peut passer, vous pourrez regarder donc effectivement l'ensemble des thématiques qui étaient éligibles. Alors là, effectivement, dans cette slide, on passe aux résultats de cette 5e édition de l'appel à projet énergie durable. Donc avec 29 projets de recherche qui ont été retenus sur 74 déposés, et un taux de sélection de 39%, un accompagnement financier par l'ADEME à hauteur de 7,7 millions d'euros. Vous avez représenté ici un bilan de cette édition
avec les projets déposés et retenus par thématique. 2 projets ont été retenus sur les réseaux de chaleur et de froid, parmi les 5 ici représentés, donc dans la thématique que vous voyez, j'espère, c'est petit, mais peut-être que c'est visible. Donc, dans la thématique conception et gestion des réseaux d'énergie et optimisation de chaînes hydrogène. Voilà, il y avait aussi des projets sur la géothermie, notamment géothermie profonde. Je vais en parler rapidement. Peut-être par la suite. Alors, transparence suivante, voilà, on passe. Donc, ça, c'est une liste, hein, je m'excuse, peut-être que ce n'est pas très clair, mais en tout cas, j'ai mis en rouge, en fait, les projets retenus qui portaient sur les réseaux de chaleur. Donc, notamment, donc, si on fait un petit point sur le périmètre des projets sur les réseaux de chaleur, donc le premier, c'est le premier qui figure ici sur le tableau, donc c'est Densiterme. Donc, le projet Densiterme est coordonné par le CEDEN, cabinet d'études sur les déchets et l'énergie, avec comme partenaire Armin, l'école des mines et l'IMT Atlantique, notamment pour la modélisation. Ce projet vise à réaliser une application web utilisable par les collectivités et bureaux d'études généralistes pour fournir une aide à la décision pour lancer des projets de création et d'extension de réseaux de chaleur. Et les enjeux plus précisément de ce projet sont la facilité d'usage du logiciel qui serait mis en place et puis une application prête à l'emploi, mais aussi la lisibilité des résultats qui devront être adaptés à un niveau de lecture qui n'est pas technique. Ils doivent, par exemple, être utilisés par des agents de services techniques pour présenter un projet de réseau de chaleur à des élus ou à des habitants d'un quartier. La difficulté va résider ici dans la détermination de modèles simplifiés qui permettent de conserver la richesse et une part de la complexité des fonctionnements réels, tout en permettant une automatisation et un fonctionnement sur un faible nombre de données en lien ou en mettre en parallèle avec des modélisations physiques et numériques qui sont très poussées et qui utilisent, en général, qui se basent sur des études de cas et qui utilisent un grand nombre de données. L'autre projet, donc là, on va passer, et puis le transparent suivant, où va figurer un autre projet de stratège. Donc ça, c'est le deuxième projet qui porte sur les réseaux de chaleur et de froid. Donc, ce projet stratège qui vise notamment l'optimisation de stratégies de gestion des réseaux est coordonné par Efficacity avec le CSTB comme partenaire. Il rentre dans le cadre de la conception des réseaux de chaleur et de froid, et notamment la stratégie de gestion, comme les opérations des centrales de production, la gestion des températures, la modulation de la demande, le stockage, stratégie de gestion qui est un axe majeur, bien évidemment, et conditionne l'efficacité énergétique et la valorisation des sources d'énergie renouvelable et de récupération, en particulier avec l'intégration de nouvelles briques, comme par exemple les boucles tempérées. Le projet a pour objectif de développer un outil d'aide à la décision en web service à destination des bureaux d'études et industriels et assister les collectivités dans la planification énergétique, en particulier des réseaux de chaleur et de froid. Par exemple, les études d'opportunité de création de réseaux, les schémas directeurs des réseaux. Donc, le projet vise à doter la plateforme de simulation énergétique urbaine Power10, qui est connectée à des bases de données géolocalisées d'Efficacity, d'une interface de programmation pour permettre aux acteurs de la filière de préfigurer et évaluer leur stratégie de gestion en phase de conception. 4 projets, donc voilà. Donc ça, je dirais, après si on a le temps, je pourrais peut-être faire un petit topo sur les projets en géothermie. En tout cas, il y a 4 projets sur les sources de chaleur et notamment la géothermie, 3 sur la géothermie profonde et 1 sur l'évaluation des performances énergétiques des géostructures activées de type tunnel, donc station de métro, ont été retenus. Voilà, donc là, juste une représentation des projets retenus par région. Alors voilà, donc il y en a un certain nombre qui ont été retenus dans la région Île-de-France.
voilà, dont voilà, stratège est en Île-de-France et puis dans Citerme, il est plutôt en région Normandie. Voilà, donc là, on va passer du coup à l'appel à projet, donc le deuxième appel à projet dont je voulais vous parler. Donc, c'est la 4e édition de l'appel à projet Graines. Donc, peut-être du coup mettre tout l'ensemble pour qu'on ait tout le transparent, parce qu'il y avait une animation qui n'était pas forcément… Voilà, non, c'est bon, voilà. Voilà, comme ça, on voit l'ensemble. Du coup, cet appel à projet vise le développement et l'amélioration des différentes étapes de production, collecte, transformation et valorisation de toutes les biomasses, à la fois sur les usages alimentaires et non alimentaires. Pour les usages non alimentaires, la biomasse produite peut être valorisée pour la production de différentes formes d'énergie, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour la chimie aussi et pour les matériaux. Ces développements doivent intégrer les enjeux liés à l'économie circulaire, donc l'éco-conception, la réduction des impacts environnementaux, la prévention et réduction des déchets, la valorisation en fin de vie, etc. Et à maximiser les services rendus par les écosystèmes. Du fait des concurrences d'usage et des surfaces limitées, le développement des usages des biomasses impose d'optimiser toute la chaîne de valeur, de valoriser au mieux la ressource disponible, de préserver la qualité des écosystèmes, donc les sols, la biodiversité, et de limiter les concurrences avec l'usage alimentaire. Et j'ai oublié aussi diversifier aussi les ressources en biomasse exploitable. Alors, vous trouverez donc sur ce transparent ici indiqué donc les thématiques en lien avec ces objectifs et les secteurs qui sont concernés. Et puis, j'ai indiqué avec les flèches en bleu les thématiques qui vous concernent, donc avec la valorisation, bien sûr, de la biomasse pour l'énergie. Et voilà. Et puis là, donc tout ce qui est utilisation de la biomasse pour les usages énergétiques. Alors, j'ai indiqué aussi en bas le calendrier de l'appel à projet, donc qui vient d'être lancé. Alors, c'est un appel à projet qui se déroule en 2 phases. Une première phase de présélection, de dépôt de pré-projet, avec la clôture donc, de cette première phase qui est fixée au 16 décembre 2021. Et voilà. Et puis donc du coup la phase de dépôt des projets définitifs, c'est en fin mars 2022 et une sélection qui est prévue pour fin juin 2022. Voilà. Dans la slide suivante, donc, on trouve les 3 actes de cet appel à projet avec des exemples de thématiques éligibles en lien avec nos sujets, avec vos sujets. L'appel à projet est structuré autour de 3 grands axes. L'axe 1 vise le développement de solutions techniques pour une économie décarbonée et circulaire des biomasses, alimentaires et non alimentaires, dans lequel on retrouve, par exemple, pour ce qui nous concerne, la valorisation non alimentaire des biomasses, dont les procédés de combustion pour la production de chaleur, bois énergie collectif, industriel et domestique, et biocarburants, accessoirement biocarburants. Et puis la valorisation des déchets organiques, dont la méthanisation. L'axe 2, lui, vise le développement de méthodes et d'outils pour une approche systémique et durable de la gestion des biomasses au sein des filières et des territoires, dans lequel on retrouve l'amélioration des analyses de cycle de vie des filières et produits bois, alors à la fois matériaux et énergie. L'axe 3, lui, vise à identifier et analyser les leviers, accompagnement et apprentissage nécessaires pour favoriser la transition, dans lequel on retrouve l'analyse des dispositifs permettant de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et la préservation des services écosystémiques dans le développement du bois énergie, par exemple. Voilà, et puis j'ai fini. Merci Sabira. Alors, je vais me tourner vers Maëlle pour voir si on a des questions, mais je pense que je suis pas sûre que ce soit le cas. D'accord, écoute, je pense que tout a été très clair et ça me permet comme ça là, de respecter le timing. Je vais passer la parole pour conclure ce webinaire à Jérémy Elbosny. Jérémy, à toi la parole. Oui. Déjà, un grand merci à tous aux artisans de cette séquence, parce que vous avez fait un super travail. Les slides ont été
je pense, suffisamment autoportant, je l'espère, pour les participants. Merci également à Samira qui a pu nous donner une ouverture sur l'excellence scientifique du territoire francilien. Donc, on en est ravis. Alors, surtout, j'espère que vous sortez de ce webinaire avec les idées plus claires sur les modes d'intervention de l'ADEME et la région en faveur de la chaleur renouvelable, et que surtout, d'ici le 4 novembre, nous serons en mesure de recevoir beaucoup de dossiers. On n'en a aucun doute. En tout cas, comme on vous l'a déjà dit, on est à votre entière disposition côté ADEME et côté région. Donc, merci Claire pour remettre ce slide qui précise les points de contact. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est à votre entière disposition. Et puis, en espérant se croiser une fois les projets reçus, et puis pourquoi pas l'ORA est finalisé. Donc, vraiment bonne candidature, et j'espère à très bientôt. Et pour des questions, voilà, les contacts sont ici. Merci beaucoup.